C'est nouveau pour personne, l'école peut être un environnement violent, très violent, surtout quand tu ne fites pas dans la norme. Une norme qui est souvent renforcée par la matière qui est vue en classe. Ou des adultes qui maintiennent des vieux concepts qui les renforcent à travers des interventions biaisées. Cette capsule se veut un outil pour soutenir la solution, le témoignage en milieu scolaire. T'es-tu déjà fait traiter de tapette ou t'es fait dire que tu courais comme une fille à l'école? As-tu remarqué comment c'est toujours Marie et Pierre, petits garçons et petites filles cisgenres qui vont cueillir les pommes pour ton problème mathématique? Ben, tous ces stéréotypes et insultes découlent d'un problème bien plus grand. L'homophobie, l'hétérosexisme et l'hétérocisnormativité dans le milieu scolaire. Écoute notre capsule, tu vas comprendre comment les témoignages en milieu scolaire peuvent faire une différence positive dans la vie des jeunes LGBTQ+. L'homophobie désigne toute forme de discrimination et de violence envers les personnes gays et lesbiennes, et même ceux qui le sont que présumément en raison de leur non-conformité sur le plan de la sexualité. Découlant de l'hétérosexisme, l'homophobie se manifeste par des violences verbales, physiques, psychologiques, sexuelles et des comportements discriminatoires. La transphobie désigne toutes les formes de discrimination et de violence envers les personnes trans et les personnes non conformes sur le plan de l'identité de genre et de l'expression de genre. Découlant du cissexisme, la transphobie se manifeste par des violences verbales, psychologiques, sexuelles, physiques et des comportements discriminatoires et intolérants. L'hétérosexisme désigne l'oppression systémique qui favorise et privilégie les personnes hétérosexuelles. Elle présume que les personnes devraient avoir des relations romantiques, sexuelles et conjugales hétérosexuelles et monogames et que leur sexualité devrait viser la reproduction. Découlant du sexisme, l'hétérosexisme est responsable de l'hétéronormativité dans notre société. Cette oppression prend son origine dans la croyance que toutes les femmes seraient attirées par les hommes et que tous les hommes seraient attirés par les femmes et qui est préférable, voire supérieur, d'être hétérosexuel. L'hétérosexisme est aussi à l'origine de l'invisibilisation et de la marginalisation des orientations relationnelles non monogames et des pratiques sexuelles qui ne visent pas la reproduction. L'hétérocisnormativité est la norme selon laquelle il est considéré comme normal, habituel, naturel, souhaitable, voire supérieur d'être une personne cis, hétérosexuelle et monogame. Elle suppose qu'être un homme cis ou une femme cis sont les seules identités de genre possibles. L'hétérocisnormativité s'inscrit dans une vision binaire du monde et suppose une adéquation entre le sexe assigné à la naissance, l'identité de genre, les rôles de genre et la sexualité. La communauté LGBTQ+. À quoi ça fait référence? En fait, ça inclut toutes les personnes s'identifiant comme lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer et en questionnement, plus toutes les diverses identités qui sont non hétéro-cis-normatives. On va faire un peu d'histoire, rien de trop lourd, je vous promets. Avant 1967, l'homosexualité est toujours un acte criminel au Québec. Donc, il n'y a pas lieu de penser que nos écoles se soucient d'adresser un problème tel que l'homophobie. En 1969, l'adoption d'un projet bien connu, Omnibus C-150, vient changer un peu les choses. Bon, l'homosexualité n'est pas d'emblée décriminalisée, mais les comportements homosexuels entre adultes consentants est maintenant accepté. Donc, de ce projet de loi-là, va découler toutes sortes de changements qui vont s'accélérer au fil des années. Donc, en 1977, l'article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés est modifié. Le Québec s'engage à protéger sa population contre l'homophobie. En 1980, on tente d'inclure orientation sexuelle à la Charte canadienne des droits et libertés. Malheureusement, ça va être rejeté. Donc, en 1980, 1983, 1985, 1986, 1989 et 1991. Il faudra attendre 1996 pour que la loi C-33 soit finalement adoptée par le gouvernement fédéral et la notion d'orientation sexuelle fait maintenant partie de notre charte.
Donc, bombardé autant par le fédéral que par le provincial, le système scolaire doit s'organiser. Avec cette modification de loi en 1996 du fédéral, l'article 22 sera modifié en 1997. L'article 22 stipule désormais que l'enseignant a maintenant l'obligation de prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez les élèves le respect des droits de la personne. Bon, c'est bien beau ces lois-là, mais ça s'applique comment? Malheureusement, il va falloir attendre 2012 pour qu'il y ait une nouvelle modification à cette même loi. L'article 75.1 décrète maintenant que c'est le conseil d'établissement qui adopte le plan de lutte contre l'intimidation et la violence et son actualisation proposée par le directeur de l'école. Ce plan a pour objectif de prévenir et de contrer toute forme d'intimidation et de violence à l'endroit d'un élève, d'un enseignant ou de tout autre membre du personnel. En 2012, toujours, l'article 75.3 est également révisé. Maintenant, c'est tout membre du personnel de l'école qui a une responsabilité vis-à-vis la violence et l'intimidation dans l'établissement. Même si c'était beaucoup d'informations, ce qu'il faut en retenir, en fait, c'est que notre système scolaire a un engagement légal et politique à respecter. Évidemment, il y a quelques organismes qui ont suivi ces débats politiques-là de très près. Un de ces organismes-là, c'était le Comité d'intervention sociale. En 1988, le CIS, donc le Comité d'intervention sociale, fait sa première intervention en milieu scolaire à l'école Sophie Barra. Et en 1994, le CIS devient officiellement le groupe de recherche et d'intervention sociale, mieux connu aujourd'hui sous le nom de GRI. Alors, très rapidement, c'est devenu populaire. En 1996, il y a un GRI qui s'ouvre à Québec. En 1998, il y en a un autre dans la région de Chaudière-Appalaches. GRI Montréal lance en 2001 sa première publication « Démystifier l'homosexualité, ça commence à l'école ». Cette publication va devenir un outil important pour les intervenants, mais aussi pour les enseignants en milieu d'éducation. En 2007, il y a une création de prix qui se fait par l'équipe du GRI qui va venir souligner les jeunes qui se démarquent dans leur projet de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Il y a aussi une nouvelle publication qui s'appelle « L'homophobie, pas dans ma cour ». C'est un rapport de recherche sur la présence de l'homophobie dans nos écoles et la façon dont elle se manifeste. En 1999, le GRI Montréal organise sa première formation intensive d'intervenants. En 2009, le GRI Montréal étend son offre de services et démystifie également la bisexualité. En 2011, l'Alliance des professeurs tient à souligner l'importance et la pertinence des témoignages et des interventions qui sont faites dans leurs écoles auprès de leurs élèves. Ils décident donc de remettre à l'organisme communautaire GRI Montréal le prix Léo Guindon pour son implication et sa contribution sociale à l'œuvre éducative. 2014-2015 va être une année extraordinaire. On parle de 229 bénévoles qui ont fait des interventions témoignages auprès de 27 200 élèves lors de 1046 interventions dans 192 établissements. En 2018, une année record encore, on parle de 1192 ateliers animés par les bénévoles intervenants du GRI. On voit que le GRI s'actualise constamment sans attendre nécessairement des modifications de loi ou d'articles. Il se modifie en fonction des avancées et ouvertures sociales. Donc en 2019, il modifie encore un peu son offre et inclut l'identité de genre dans ses formations. En effet, le GRI Montréal existe depuis déjà 28 ans. Durant ces années, il a été et continue d'être un acteur central dans cette lutte au Québec. Le GRI est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de favoriser une meilleure connaissance de la diversité sexuelle et de genre et de faciliter l'intégration des personnes LGBTQ+ dans la société. Pour y arriver, le GRI Montréal a décidé d'utiliser le témoignage comme méthode d'intervention vers un changement social. En effet, c'est une formule qu'ils ont construite et ajustée selon l'expérience de plusieurs. On parle de la rétroaction du personnel enseignant et des jeunes rencontrés, de la réflexion critique des différents bénévoles intervenants et du partenariat avec différents chercheurs universitaires tels que Culture du témoignage. Le terme témoignage dans cette action communautaire est utilisé pour décrire l'effort éducatif du partage oral. Il suggère que bien que ce soit des témoignages individuels,
Leur but est de documenter un destin collectif, de représenter par des récits de témoins des événements sans équivalent, des expériences personnelles ou plus globales d'une communauté. En évitant tous les débats, statistiques et théories, les intervenants s'engagent à répondre aux interrogations le plus ouvertement possible en racontant leur vécu. Ils interviennent principalement dans les écoles secondaires, mais ils sont aussi présents dans les écoles primaires, les cégeps et les universités. Donc, leurs interventions en milieu scolaire ciblent principalement les préadolescents, préadolescentes, adolescents, adolescentes et les jeunes adultes. Le rapport annuel du CRI Montréal 2021-2022 révèle avoir fait 790 interventions en milieu scolaire, dont 569 d'entre elles sont faites dans les écoles secondaires. Ce sont les écoles qui font appel au CRI Montréal. Donc, selon leur demande, le CRI vient présenter un atelier traitant soit de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Ces ateliers ont comme objectif de démystifier la diversité sexuelle et de genre, ainsi que de conscientiser, de développer une estime de soi chez les jeunes en questionnement et en processus d'affirmation, ainsi que de favoriser une attitude positive chez ceux et celles qui les entourent. Ces ateliers se déroulent pendant une période de classe d'environ 75 minutes, durant lequel 2 intervenants bénévoles adultes, s'identifiant comme gays, lesbiennes, bisexuels, pansexuels, trans ou non-binaires, viennent présenter le CRI Montréal et faire une intervention en milieu scolaire. Pour commencer, les intervenants présentent qu'est-ce que le CRI Montréal. Après quoi, elles présentent un bref exposé biographique incluant des informations comme leur nom, comment ils s'identifient, à quel moment ils ont fait leur coming out, leur vie professionnelle, leurs relations amoureuses et leurs loisirs. Par la suite, le contenu de l'atelier se décide principalement par les questions que le groupe décidera de poser aux 2 intervenants. Les 2 intervenants ont après la responsabilité d'y répondre de façon le plus ouverte possible et avec leur propre vécu sous forme de témoignage. Quand ils ne sont pas capables d'y répondre avec leur propre vécu, ils peuvent s'inspirer de celui des gens qui les entourent. L'atelier se termine avec la distribution de différentes ressources LGBTQ+. Il est important de mentionner que les interventions en milieu scolaire débutent et se terminent par la distribution d'un questionnaire à des fins de recherche par rapport à leur sujet d'intervention. Donc voici une liste des questions qui sont couramment posées par les jeunes. D'abord, comment avez-vous su que vous étiez homosexuel, bisexuel, trans? Comment vos parents ont réagi? La question des enfants, en voulez-vous? Comment? Voulez-vous vous marier? Puis même, certaines fois, des questions au niveau de la sexualité dans un couple non hétérosexuel. Le CRI Montréal est composé d'environ 250 bénévoles actuellement. C'est d'ailleurs l'engagement bénévole de nombreuses personnes depuis les 28 dernières années qui a permis au CRI de devenir tel qu'on le connaît aujourd'hui et de continuer d'être un acteur de changement important. Ce sont non seulement les bénévoles qui interviennent directement dans les classes, mais ils font aussi partie des différents comités décisionnels de l'organisation. Pour devenir bénévole intervenant, il faut suivre une formation de 3 jours. Pendant cette formation, ils vont pratiquer entre autres les différentes questions qui sont souvent posées par les jeunes, pratiquer aussi à identifier les préjugés et les stéréotypes qui s'y trouvent dans ces questions, et aussi, ils vont les aider à structurer leur propre vécu et leur histoire de vie. Si vous faites partie de la communauté LGBTQ+, et que vous êtes intéressé à vous impliquer pour la cause, vous pouvez devenir bénévole en visitant le lien suivant. Lors de mon parcours scolaire, j'ai eu la chance de profiter de la visite du CRI Montréal à plusieurs reprises. J'ai donc pu être témoin des impacts que ça peut avoir sur une personne et son milieu. J'ai aussi eu la chance de discuter avec une bénévole du CRI Montréal. Elle nous a partagé différentes observations et aussi ce qu'elle retire de son engagement durant les 5 dernières années au CRI Montréal. Dans presque tous les milieux, j'ai remarqué une plus grande connaissance au niveau LGBTQ+, notamment au primaire, où les jeunes sont de plus en plus informés et ouverts quant à la diversité sexuelle et de genre. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a espoir. Florence nous dit également « À travers mon engagement bénévole au CRI Montréal, j'ai trouvé un sens de communauté. J'ai fait de nombreuses rencontres avec d'autres intervenants bénévoles, j'ai pu entendre le vécu de plein de personnes, tous plus intéressants les uns que les autres. Aussi, les commentaires des jeunes laissés suite aux interventions me permettent de voir l'impact positif que je peux avoir sur les autres à travers les témoignages du CRI Montréal. Le CRI Montréal est d'ailleurs décrit par plusieurs bénévoles comme une grande famille. Il leur permet de créer des liens et un réseau de personnes faisant partie de la communauté LGBTQ+. Ces ateliers apportent autant aux jeunes qu'aux bénévoles qui les animent.
Ils leur permettent de participer concrètement et activement à la lutte, puis d'avoir un impact sur les générations futures et le devenir de la société, vers une société plus inclusive et ouverte. Pourquoi choisir le milieu scolaire pour intervenir et faire des témoignages? En fait, le milieu scolaire participe à la formation des valeurs des jeunes. C'est un milieu d'apprentissage. Également, c'est une période où la puberté est le début de la sexualité chez les jeunes. C'est une période aussi de construction identitaire et de développement de la pensée critique. Donc, pour toutes ces raisons, c'est un bon point de départ pour construire une future société plus inclusive et plus ouverte. Ces témoignages peuvent permettre concrètement de mettre un visage sur cette réalité qui peut des fois être méconnue ou même inconfortable pour certains jeunes. En quelque sorte, c'est une forme de modèle. De plus, tout au long de l'atelier, les intervenants sont particulièrement sensibles aux préjugés et aux stéréotypes qui peuvent comporter les questions posées par les jeunes. Ils sont donc aussi sensibles d'y répondre de façon à déconstruire ces stéréotypes et ces préjugés. On parle de préjugés et de stéréotypes tels que, par exemple, les personnes bisexuelles ne sont pas capables de se décider. Ou encore, dans un couple de personnes de même genre, forcément, il y a une personne qui fait la femme et l'autre qui fait l'homme. Le témoignage vise également 3 types de réflexions. D'abord, la réflexion sur les insultes homophobes, transphobes et leurs impacts. Des réflexions aussi sur les droits des personnes LGBTQ+, et des réflexions de type me mettre à la place d'eux. Si toi aussi t'en as arraché un peu pendant ton parcours scolaire, puis que tu es issu de la communauté LGBTQ+, sache que tu peux être formé pour témoigner de ta réalité et inspirer. Et si on a réussi à transmettre les informations clairement dans cette capsule comme on souhaitait le faire, tu devrais être en mesure maintenant de comprendre l'importance du témoignage comme outil pédagogique dans la lutte au système d'oppression lié aux normes sociales, hétéro, cisnormatives. Avec ces informations, même si tu n'es pas activement membre de la communauté LGBTQ+, tu peux quand même être un allié et faire une différence dans la vie de celles qui en font partie. En conclusion, notre objectif ici, c'est vraiment t'informer. Une fois que les lois politiques et les lois légales sont modifiées, c'est au tour des lois sociales d'évoluer. Et le Gris Montréal est là pour contribuer. N'hésite pas à cliquer et faire la différence. Merci pour ton temps et ton écoute.